Sunday Night Production. Bonjour à tous et bienvenue dans le questionnaire Spielberg de Clapement 5. Je suis en compagnie d'un cinéphile que vous connaissez tous. Il a une chaîne YouTube qui compte plus de 300 000 abonnés et il a créé sa série audio L'Employé et a fait un podcast qui s'appelle Pardon le cinéma. Merci Victor Bonnefoy alias In The Panda d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à toi. Ça nous fait très plaisir en plus pour fêter les 1 an de Clapement Oui, 5. c'est la fête. Ah bah là c'est que cotillon, je sais plus comment on dirait ça mais voilà. Confetti, es-tu prêt à te confronter au terrible questionnaire Spielberg? Mais allons-y, soyons Allons-y, fous, donc c'est un fous. terrible question-réponse en gros sur tes goûts cinéma avec une seule règle, répondre le plus vite possible avec la première réponse qui te vient en tête. D'accord, ça C'est me bon va. pour toi? Ça me va. Allons-y, quel est le premier film que tu as vu au cinéma? Star Wars épisode 1. Ah, d'accord. C'était Star Wars épisode 1, c'est l'oncle, enfin le frère de ma mère qui m'y a amené et qui m'a dit genre ah ouais, tu ponces les cassettes de Star Wars 4, 5, 6 en boucle, je vais t'emmener voir Star Wars au cinéma et j'étais tellement petit, j'avais 5 ans, qu'il a été obligé de me lire le texte d'intro pour essayer de m'expliquer ce qu'il y avait justement dans le truc d'intro et c'est trop compliqué. Le texte d'intro de Star Wars 1 c'est alors la géopolitique de Naboo. Oh d'accord. Et du coup, t'avais bien aimé quand même? Moi j'avais malgré, adoré. Ton âge. J'avais adoré, j'ai vu Star Wars 1, 2 et 3 au cinéma. Le 3 je l'ai vu même pour mon anniversaire, c'était un vrai symbole. Ah oui, Puis après j'ai vu le 7 au cinéma. Ça t'a changé un peu d'avis. T'aimes pas la dernière trilogie? Si, j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'aimer. J'ai l'impression que quand tu dis justement j'adore Star Wars 7, Star Wars 8, Star Wars 9, les gens te disent t'aimes de la merde. Bon, ouais, mais c'est lequel que tu préfères? Mon préféré, alors dans les récents ce serait Rogue One, mais ça c'est une évidence. Oui, il est excellent, mon préféré, plus j'y réfléchis, ça se bat entre le 5 et le 3. Je pense que c'est le 5 quoi qu'il arrive. D'accord. Mais j'aime beaucoup ce qui se passe dans la revanche des Sith. Ouais, dans le 3 je trouve incroyable. Je trouve que c'est une folie, je trouve que c'est le meilleur truc que Lucas ait fait, sachant qu'il a fait beaucoup de merde. Du coup, tu compares ce qu'il arrive à apporter en termes d'émotion dans Star Wars 3, contrairement à Star Wars 2 où tu te retrouves avec Padmé et Anakin qui font des roulades. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai. C'est un peu le résumé du truc. Et tu dis en fait, je préfère quand Obi-Wan il fait péter des bombes, c'est vachement plus sympa. C'est vachement plus rigolo. Il est très fort le 3 et la transformation en Dumbledore, j'allais dire. En Dumbledore. Oui, exactement. J'ai pas vu ce passage du film. T'as vu la version longue? Exactement. Elle a l'air chambée. Moi j'ai vu, il y a J.K. Rowling qui est passé par là et puis petit d'accord et puis voilà quoi. Quel est le film ou dessin animé qui a marqué ton enfance? L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, c'est super. Que j'ai vu. Pas de Tim Burton, tout le monde le croit. Oui, mais c'est Henry Selick. C'est faux. C'est ce merveilleux Henry Selick qui a fait James et la pêche géante et Coraline ensuite. Oui. Et il était passé sur France 3 en 99, donc je devais avoir 4-5 ans. Il était passé à la télé le soir et j'avais dit à mes parents est-ce que vous pouvez me l'enregistrer? Est-ce que vous pouvez me l'enregistrer et tout. Mes parents avaient dit c'est un dessin animé, ça va être rigolo. Donc à 4-5 ans, j'étais en vacances pour Noël et je matais en boucle L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et le soir, quand je me couchais, je faisais des cauchemars toute la nuit. Bah, tu m'étonnes. Ça me terrifiait et le truc c'est que le lendemain après avoir fait des cauchemars toute la nuit je le rematais 4-5 fois dans la journée. C'est ça et du coup ça a duré jusqu'au moment où mon père a mis un coup de marteau dans la cassette. Au sens propre du terme, il a dit tiens tu veux plus faire de cauchemars, bonsoir. Ça a réglé le problème et je n'ai pas revu le film avant mes 13 ans je crois. Ah ouais, d'accord. Et quand j'ai revu le film à mes 13 ans j'ai dit oh mais c'est formidable. Un réalisateur ou une réalisatrice modèle? Réalisateur ce serait Bong Joon-ho. Ouais. Ce serait Bong Joon-ho qui est devenu avec le temps vraiment mon réalisateur préféré. À une époque, je crois, comme tout pineux en fac de ciné, je disais moi mon réalisateur préféré c'est Tarantino parce que c'est formidable. Et au final, petit à petit avec le temps, je me suis rendu compte que les thématiques, la manière dont il avait de les mettre en scène, etc. C'était Bong Joon-ho qui me parlait le plus parce que je trouve assez formidable en fait que le mec arrive continuellement à te parler de lutte des classes dans son cinéma mais toujours en parler d'une manière nouvelle, toujours renouveler le style et ce qu'il a fait dans Parasite c'est un vrai tour de force. C'est ton préféré? Non. Mon préféré c'est Snowpiercer je pense. D'accord. Que j'ai revu récemment encore et qui m'a reclaqué la gueule. Super. Et sinon il y a Memories of Murder. En fait après c'est très compliqué parce que Memories of Murder serait juste en dessous de Snowpiercer. Mais t'as des trucs tellement fous aussi dans The Host, dans Mother, t'as des trucs même dans son premier Barking Dog Never Bite il y a des choses formidables déjà où il expérimente déjà le ralenti, il expérimente justement déjà des thématiques comme ça en mettant en confrontation deux personnages de milieux sociaux différents. Et Bong Joon-ho très fort. Trop fort. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? C'était cet après-midi. C'était Mon grand-père et moi avec Robert De Niro. Avec Robert. Exactement. Et alors? Et c'est pas bien. C'est pas bien, d'accord. C'est pas bien et c'est assez terrifiant en fait parce que on se plaint pas mal d'avoir pas assez de films américains dans les salles de cinéma actuellement, ce qui est un fait, du fait qu'il y a beaucoup de choses repoussées notamment et tout, mais ils essayent quand même de sortir du cinéma américain. Peu aux États-Unis. Le truc c'est que Mon grand-père et moi ça fait déjà 3-4 mois qu'il est sur tous les réseaux de téléchargement parce qu'il est sorti en VOD aux US.
Et là, tu te dis, il le distribue dans 400 salles, mon grand-père et moi. Ouais. Alors que dans un autre contexte, le film serait arrivé 1 an ou 2 ans avant, ça aurait été une sortie direct ou DVD. Ça aurait été vraiment une sortie direct ou DVD. Là, ils le sortent en salle parce qu'ils ont que ça, dans 400 salles. Et tu comprends pas en fait, parce que c'est extrêmement mauvais. C'est extrêmement mauvais. T'as De Niro qui vient cachetonner, t'as Christopher Walken aussi qui vient choper de la thune, t'as Uma Thurman, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fout là et qu'est-ce qu'elle veut, parce que vraiment elle surjoue tout le temps. C'est très mauvais, c'est un peu ridicule. Et ouais, je suis très triste. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon Robert? Ils ont tenté de surfer sur, en France en tout cas, le titre français de surfer sur Mon beau-père, mes parents et moi, alors que ça n'a rien à voir. Non, le titre anglais c'est The War with Grandpa, la guerre avec grand-père. Donc autant dire, ouais, on n'est pas du tout dans le même registre. Vraiment pas. Vraiment pas du tout. This will never be spoken of. Quel est le film qui va sortir et que tu attends? C'est un peu évident et c'est un peu nerd de dire ça, mais je pense que c'est Kaamelott. Non, alors avant Kaamelott, je pense que c'est Adieu les cons de Albert Dupontel. Ah, c'est super. Que j'ai pas encore vu. Ah, je l'ai vu, c'est incroyable. Je sais, tous les gens autour me disent que c'est formidable. En fait, ce qui est incroyable, c'est que dans les 2 minutes 30 de la bande-annonce de Adieu les cons, il y a plus de cinéma que dans beaucoup de choses qu'on a vues cette année en fait. C'est l'une des meilleures bandes-annonces de ces derniers temps. Je la trouve super cette bande-annonce. Totalement. Et puis surtout, en plus, il arrive à donner un rôle de premier plan à Nicolas Marié. Et Nicolas Marié, quel bonheur, quel acteur formidable, qui est toujours cantonné à des seconds rôles à la con. Là, de voir rien que son nom marqué dans la bande-annonce, j'étais là, mais je suis tellement heureux pour lui. Super dans je suis tellement heureux pour lui. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie. Et du coup, voilà, il y aurait sûrement Adieu les cons. Parce qu'à une époque, je t'aurais dit Peninsula, mais entre temps, je l'ai vu. Et du coup. C'est la suite du dernier train pour Busan. Exactement. Oui, d'accord. Et pas un bon moment non plus. Ah, d'accord, comme mon grand-père et moi. C'est ça. Ah non, quand même. On est quand même pas dans le même registre. Mais sinon, ouais, Kaamelott. Évidemment, Kaamelott vient nous sauver, s'il te plaît. Qu'on attend avec impatience. Grave. Quel est le film qui te fait toujours pleurer? Il y en a 2. Le premier, ce serait, je pense, In the Mood for Love de Wong Kar-wai, qui ressort en plus en 4K le 2 décembre dans les salles. Il ressort en 4K par Jokers Film, qui font une resto magnifique et tout. Et vraiment, j'ai super hâte de voir ça. Et si c'est pas ça, je pense que l'autre qui me fait tout le temps pleurer, c'est Man on the Moon de Milos Forman avec Jim Carrey. En fait, j'hésitais entre 2 films de Jim Carrey. Enfin, avec Jim Carrey, j'hésitais entre ça ou Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Mais mine de rien, Man on the Moon, je me rappelle la première fois que je l'ai vu, je crois que j'ai rarement autant pleuré pendant le générique de fin. Je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. C'était terrible. Mais en fait, c'est incroyable à quel point cette histoire te parle justement d'à partir du moment où tu deviens un personnage public, le fait que le personnage public doit mourir pour que le personnage pour que l'humain réussisse à vivre derrière, ou alors il faudra tuer l'humain pour que le personnage public puisse avoir une carrière saine. Tout ce questionnement-là qu'apporte Milos Forman dans le film, il est absolument dingue. Il est absolument dingue et il me touche énormément. And I would like to thank you for coming to my movie. Le film qui te fait toujours rire, au contraire. Les Feebles de Peter Jackson. Je connais pas. Alors en fait c'est au tout début de sa carrière, il a fait 3 films à la suite qui sont Bad Taste, Les Feebles et Branded. D'accord. Et qui sont des films vraiment où il avait zéro thune, mais vraiment zéro thune, notamment Bad Taste, c'est un truc qui te parle d'une invasion alien avec des gros aliens, avec des gros masques d'aliens. Et le truc c'est que à la base les aliens devaient avoir une longue tronche, sauf que vu qu'il a fait les masques lui-même dans le four de sa mère, il avait pas la place pour faire des longs masques. Et donc du coup il a été obligé d'écraser les visages des aliens pour que ça rentre dans le four de sa daronne. Et en fait, les Feebles, c'est le Muppet Show version hardcore adulte. C'est-à-dire, c'est version porno, version scatophile, avec de la drogue, etc. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Peter Jackson a créé Weta Workshop et qui lui a permis ensuite de faire Le Seigneur des Anneaux, lui a permis de faire tous ces trucs-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a dit genre, je vais arrêter de faire des trucs dans le four de ma mère et je vais dire à des gens bien plus talentueux, vous voulez pas le faire pour moi, s'il vous plaît, ce sera vachement mieux. Le film que tu regardes pour te remonter le moral. Alors à une époque je t'aurais dit Roger Rabbit, qui me fait toujours un bien fou, mais ces derniers temps quand j'ai un vrai coup de mou je remate Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Ah ouais, c'est très beau. Et qui aurait pu aussi rentrer dans la catégorie des films qui me font tout le temps pleurer. Ah, pleurer, ouais, parce qu'il y a des scènes que je trouve d'une telle maestria en termes de réalisation que en fait j'ai un truc très con, c'est que je pleure aussi au cinéma quand je trouve que c'est bien fait. C'est-à-dire j'ai un truc quand je suis au cinéma et je dis oh, cette scène est tellement géniale, je me mets à pleurer, mais tu sais instinctivement parce que je me dis genre ah putain on a tellement rarement du bon cinéma, quel plaisir. Et on a une d'Amélie Poulain en particulier. Ouais, c'est la scène où elle prend le petit vieux par l'épaule et elle lui fait traverser. Et en plus qui commence juste par ce plan en contre-plongée. Je t'en parle, j'ai des frissons. Ce qui commence par ce plan en contre-plongée où elle avance et t'as juste le petit accordéon qui commence et la voix d'André Dussolier qui dit Amélie se sentait vivre maintenant et tout est là genre c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Amélie a soudain le sentiment étrange d'être en harmonie totale avec elle-même.
Tout est parfait en cet instant. Le film qui t'inspire. Alors ça pencherait plus vers du cinéma très réaliste et très dur et très sombre, qui se veut pétillant et au final fait un peu de mal. Je pense qu'il y aurait Spring Breakers d'Harmony Korine dedans, parce que c'est justement tout ce truc là, c'est une imagerie très pop qui révèle au final un vrai malaise de la société, une vraie analyse justement d'une jeunesse d'une certaine époque, et qui est absolument passionnant. Et sinon ce serait Holly Motors de Léos Carax, qui a trop de films en un en fait, et c'est assez formidable que tu te dis je peux montrer le film à n'importe qui, il y aura un bout du film qui lui plaira quand même, parce que il y a trop de trucs dedans, et c'est formidable de l'intermède où ils font de l'accordéon jusqu'au moment où ils jouent un père de famille avec sa gamine et tout. Il y a tellement de choses dedans. C'est une leçon, c'est une masterclass. Leçon de cinéma. Exactement. Le film qui te donne envie de chanter. Alors c'est rigolo parce que je l'ai vu en rentrant, puisque c'est Moulin Rouge. C'est incroyable, Moulin Rouge. Mais oui, mais le truc c'est que j'ai l'impression que c'est jamais très politiquement correct de dire alors moi j'adore le cinéma de Baz Luhrmann. Ouais, j'ai l'impression que c'est vulgaire limite, tu vois, de dire que c'est un vrai cinéaste, qui a un vrai regard sur mais qui a de metteur en scène. C'est ça, mais qui a un côté très populaire. Très bonbon encore une fois, tu vois. Comme Jean-Pierre Jeunet, ce qu'on reproche aussi à Jean-Pierre Jeunet. C'est ça, alors que pour le coup, Roméo plus Juliette, je trouve ça génial, Moulin Rouge aussi, Australia, je trouve que c'est un désastre, mais Gatsby pour moi c'est vraiment son film somme où il y a tout dedans, et Moulin Rouge, je n'arrive pas à terminer le film sans me mettre à chanter, notamment des passages comme Roxane, notamment des choses comme ça. C'est une séquence, mais il y a des morceaux même dans le film qu'ils n'ont pas mis assez en avant, je pense notamment au Show Must Go On, qui est rarement mise en avant, alors que la scène du Show Must Go On dans Moulin Rouge, elle est d'une dinguerie, elle est folle, en plus qui commence avec la vraie voix grave, folie. Le film qui t'a le plus fait peur. Récemment, ce serait Hérédité. Hérédité de j'ai oublié son nom. Hérédité de Ari Aster. De Ari Aster, qui a fait ensuite Midsommar. Ouais, parce qu'en fait ça faisait longtemps que j'avais pas expérimenté au cinéma. Tu sais, on est dans un cinéma d'horreur très formaté, avec des jumpscares, avec tout ce genre de joyeuseté en permanence. Et ça faisait longtemps que j'avais pas expérimenté une expérience de terreur, mais de terreur pure, tu sais, une terreur viscérale qui a pas besoin de te faire boue au visage, non, qui a juste besoin de te mettre des gens tout nus au fond de la pièce pour vraiment te terrifier et te dire t'es chez toi et il y a quelque chose qui se cache dans l'ombre. Et vraiment Hérédité pour ça c'est un des trucs qui m'a le plus terrifié récemment, ça c'est sûr. Le film que tu aurais adoré réaliser, ce serait Magnolia de Paul Thomas Anderson. Parce que je trouve que c'est une perle en termes d'écriture absolument formidable. Tu sais, il y a trop de gens qui essayent de faire des films chorales où des personnages se rencontrent et les histoires s'entrelacent, etc. Et ça ne fonctionne pas. Que là, justement, quand il s'en saisit, Paul Thomas Anderson, il te fait un truc qui est d'un rythme dingue. Moi qui en plus ai beaucoup de mal avec les films longs, et justement aujourd'hui on fait un peu trop des films longs pour pas grand chose. Ça dure 2 heures et tu te dis, vous auriez pu couper 1h15. Là vraiment, là ça dure 3 heures, il n'y a pas un pet de gras, t'es constamment dans un dynamisme fou, et en même temps toutes les histoires des personnages arrivent à coïncider pour arriver à l'explosion finale pleine de grenouilles. C'est pas vraiment un spoil de dire ça. Non mais voilà, donc Magnolia c'est encore une fois je disais masterclass tout à l'heure, c'est vraiment incroyable de se dire que ce mec là a pendu ça à 26-27 ans et que tu te dis on a encore du boulot, on va aller travailler, Et pour terminer, le film que personne ne connaît que tu conseilles. Je vais te dire un film que j'ai diffusé récemment dans ton ciné-club Unknown Movies. Exactement, à une projo Unknown Movies. J'ai diffusé un film qui s'appelle Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Donc tu connais pas? Non. C'est parfait, ça me va. Qui est un faux documentaire qui se base dans un univers où Michael Myers, Freddy Krueger, Jason, etc. Existent pour de vrai. Ont existé, sont des tueurs qui ont existé. Et en fait, t'as une équipe d'étudiants qui décide de faire un documentaire sur le nouveau tueur en série qui sera bientôt à la mode, qui s'appelle Leslie Vernon. Et donc, ils vont l'interviewer chez lui, se balader avec lui, où il dit je vais la buter elle en dernier, ce sera ma final girl. Tu le vois espionner des adolescents dans des baraques et dire là, j'ai prévu tout un truc, ils vont se retrouver dans cette maison, je vais faire en sorte qu'ils se séparent, de tuer machin et tout. C'est hyper drôle. Et c'est un faux documentaire sur. Comme si on avait fait un faux documentaire sur Freddy ou sur Jason ou quoi que ce soit. C'est très drôle, c'est difficilement trouvable en France. Ils ont eu une adaptation Derrière le masque avec une VF qui est absolument immonde. Mais voilà, Derrière le masque en français ou Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, qui est très bon conseil. Moi j'ai très envie de le voir. Mais c'est vachement cool, c'est super sympa, c'est très drôle, c'est très série B. And then we can have our whole, cathartic good versus evil showdown.
Bah parfait, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je Merci rappelle que beaucoup à ton interview sera diffusée dans 2 jours précisément, l'occasion de parler avec toi un peu de ce que tu as fait, de tes projets, mais aussi de ton regard sur le cinéma comme on a un peu commencé à le faire. Et tu seras aussi accompagné de la comédienne Lou Howard, qui est d'ailleurs aussi notre marraine et qui joue dans ta série audio L'Employé. Tout à fait. D'ailleurs, pour ne rien louper, vous n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche pour découvrir tous ces nouveaux épisodes en version filmée. Et voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5. Et voilà, merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve donc vendredi pour ton interview et d'ici là, allez au cinéma.